Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur les aspects éthiques qui concernent spécifiquement les recherches internationales. Donc les objectifs de ce cours vont être de relater les particularités de la recherche internationale et de discuter les principaux problèmes éthiques qui sont liés au contexte de la recherche internationale. Donc quelles sont les particularités de ce contexte? Quand on parle de recherche internationale, on parle de recherches qui sont menées dans les pays pauvres ou les pays en voie de développement, mais qui sont financées par des pays développés ou riches, ou bien par les multinationales venant de ces pays développés. Alors les principaux problèmes dont on va parler portent sur trois volets. Le premier volet se rapporte au principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Et dans ce cadre de ce principe-là, on va parler du design de l'étude, et spécifiquement de l'exemple des essais cliniques et de l'utilisation du placebo dans un essai clinique en cas de l'existence d'un traitement efficace. Le deuxième principe dont on va parler sera l'autonomie. Et on va parler du problème soulevé par le processus de consentement libre et éclairé, avec les difficultés liées au contexte des pays pauvres, à savoir la pauvreté, l'analphabétisme, l'absence d'accès aux soins de base, et comment ces difficultés-là vont impacter le processus de consentement à la recherche. Et le troisième principe va être le principe de justice, avec comme problème soulevé le problème d'exploitation. Et dans ce cadre-là, on essaiera de poser la question qui doit quoi à qui dans le cadre de cette recherche internationale, et comment on peut mener une recherche éthique dans un monde à la base où il y a énormément d'injustice. Donc, quand on commence par le premier aspect en rapport avec le design de l'étude, et on prend l'exemple d'un essai clinique. Donc, c'est un essai qui va tester un nouveau traitement expérimental. Quel groupe contrôle on doit utiliser? Est-ce qu'on doit utiliser un groupe qui va recevoir le placebo ou un groupe qui va recevoir le traitement de référence? Dans la déclaration d'Helsinki, il y a une règle générale, c'est que les bénéfices, les risques, les inconvénients ainsi que l'efficacité d'une nouvelle intervention doivent être testés et comparés à ceux des meilleures interventions avérées. C'est-à-dire, quand on teste une nouvelle intervention, il faut la comparer, que ce soit en termes de bénéfices, de risques, d'inconvénients, d'efficacité, à des interventions qui sont déjà prouvées et adoptées dans la vie de tous les jours. Toujours dans la déclaration d'Helsinki, l'utilisation de placebo comme comparateur pour l'évaluation d'une nouvelle intervention est possible si il n'y a pas d'autres interventions efficaces prouvées. Donc, dans ce cas-là, ça va de soi. Ou encore, lorsqu'il y a des raisons méthodologiques ou scientifiques pour l'utilisation de placebo, c'est dans le cas où on pense que l'utilisation de placebo est le seul moyen méthodologique pour prouver l'efficacité d'une nouvelle intervention. Et il faut aussi être sûr qu'il n'y a pas de risque majeur pour les participants qui ne reçoivent pas l'intervention prouvée qui est disponible. Donc, dans ce genre de situation, on se retrouve devant un dilemme éthique qui est le suivant. Donc, dans un essai clinique, quel va être le traitement de référence que le groupe contrôle va recevoir? Est-ce que va s'agir du standard universel, c'est-à-dire le meilleur traitement validé qui existerait n'importe où dans le monde, ou bien un standard qui est non universel,
c'est-à-dire le traitement disponible pour la communauté ou la région où se fait l'étude. Dans le cas où l'essai se déroule dans un pays africain, par exemple, la question de se dire est-ce que le traitement de référence va être le meilleur traitement qui existe et donc qui peut être utilisé aux États-Unis ou en Europe, ou bien un standard non universel, c'est-à-dire le traitement disponible pour ce pays africain, et dans ce cas-là, qui peut être, par exemple, l'absence de traitement pour cette maladie donnée. Donc, lorsqu'on sait que la population n'a pas accès au traitement de référence, c'est toujours dans le cas d'un pays en développement où le traitement reconnu à l'échelle mondiale n'est pas disponible pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, par exemple, la raison de coût. On peut imaginer que c'est un traitement très coûteux et donc n'est pas disponible pour cette population. Et de l'autre côté, l'équipe de recherche ne peut pas fournir le traitement de référence au groupe contrôle. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une recherche qui doit être autorisée ou non dans ce contexte-là? Donc, c'est toute la question autour de principes de bienfaisance et de non-malfaisance et en rapport avec le design de l'étude dans ces contextes difficiles. Tout en rappelant qu'on parle bien sûr ici d'une recherche internationale, c'est-à-dire qui est menée dans un pays pauvre et financée ou sponsorisée par une multinationale ou un organisme provenant d'un pays riche. Donc, ce qu'on peut dire en général pour résoudre cette situation, c'est que il faut appliquer le standard universel si possible, mais sinon proposer la meilleure option accessible, au moins assurer l'accès au traitement disponible à travers le système national de soins. Donc, en pratique, si on peut donner au groupe contrôle le traitement universel reconnu, ce sera la première option. Sinon, alors si on ne peut pas assurer cette option, il faut voir quelles sont les options accessibles et au moins assurer un accès au traitement qui est disponible dans le système national du pays dans lequel on va mener la recherche. En sachant bien sûr que cette option pourrait correspondre à l'absence de traitement. Alors quand on passe au deuxième principe, qui est le principe de l'autonomie, et on parle des difficultés ou des défis pour obtenir un consentement éclairé et libre des individus, on regarde l'exemple de cette citation de ce médecin dans un pays africain qui dit que dans un environnement où la majorité de la population ne peut ni lire ni écrire et il souffre de la pauvreté et la maladie, la faim, comment pouvez-vous parler d'un consentement informé? Ça pose toute la question de la liberté de choix des participants à la recherche dans ce genre de contexte. Donc justement, dans les pays en voie de développement, on sait que les gens ont souvent un accès limité aux soins de santé et donc on peut en déduire qu'ils ont des choix limités
quand on leur propose de participer à la recherche. Donc, dans beaucoup de situations, cette participation à la recherche pourrait représenter pour pas mal de personnes la seule possibilité d'accès aux soins. Dans cette situation, je vous renvoie à ce que nous avons vu dans le cours qui concerne les principes de l'éthique et je vous pose la question, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une situation de coercition ou d'une situation d'incitation excessive qui va impacter le caractère volontaire de participer à la recherche chez ces personnes. Alors, si on examine le concept de coercition, donc comme on l'a dit, c'est le risque ou la perception d'un risque d'être dans une situation défavorable si on refuse de participer à la recherche. Donc la personne pourrait penser que si je refuse de participer à l'étude, mon médecin arrêtera de s'occuper de moi et je serai abandonnée dans l'hôpital. Donc la personne ici perçoit un risque de perdre le soin auquel il a accès ou de perdre sa relation avec son médecin traitant s'il ne participe pas à la recherche. Alors, si on examine le concept d'incitation excessive, donc, il correspond à la présence d'une offre irrésistible qui pousse à prendre une décision qu'on n'aurait pas prise dans une situation normale ou une décision qui va à l'encontre de nos intérêts. Dans ce cadre-là, en pratique, on pourrait imaginer que la personne se dise « Je pense que cette procédure est dangereuse, mais au moins je vais bénéficier de bilan de sang. » Donc, la personne ici considère le fait de bénéficier d'un bilan biologique comme une offre irrésistible, même si elle trouve que la procédure dans le cadre de la recherche est dangereuse. Alors, mis à part ces problèmes en lien avec la liberté de choix dans un contexte difficile pour les participants, il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. C'est par exemple ce problème de confiance ou de déférence au médecin, c'est-à-dire par rapport à la prise de décision, les participants à la recherche vont penser que le médecin sait mieux et donc pourrait prendre la décision pour eux. Donc, ils vont avoir tendance à accepter de participer à la recherche en réponse à une proposition du professionnel de santé sans faire appel au processus de prise de décision dont on a déjà parlé dans le cadre des composantes d'un consentement éclairé et valide. Et là aussi, ça nous renvoie à réfléchir aux personnes qui ont un faible niveau d'instruction, donc qui peuvent avoir des difficultés à intégrer, à comprendre l'information qui leur est donnée. Et donc, on peut en déduire que dans ce contexte, il y aura une faible autonomie des participants à la recherche due à des problèmes qui touchent spécifiquement au processus de prise de décision et au volontariat dans le processus de consentement éclairé. Le dernier élément porte sur les craintes ou les suspicions face à la recherche. Donc, dans les contextes des pays en voie de développement, avec tout ce qu'on a vu comme problème d'analphabétisme, de pauvreté, d'accès limité aux soins, on peut assister à une perception des individus qui participent à la recherche comme des souris de laboratoire, surtout en l'absence d'une compréhension exacte du concept d'expérimentation, du concept de randomisation. Comme vous savez, c'est ce concept d'allocation aléatoire des participants à un groupe ou à un autre.
Et cette notion de ne pas recevoir le traitement pour la maladie, donc de comprendre la notion de l'utilisation du placebo, de comprendre le fait que le médecin, qui est en même temps investigateur dans le cadre de la recherche, ne sache pas quel est le traitement pris par le participant. Donc toutes ces notions-là sont très difficiles à expliquer dans ce contexte, et bien sûr, de l'autre côté, sont difficiles à comprendre par ces participants à la recherche. Donc, à travers cette étude de cas, on arrive au troisième problème, et on se pose une question en rapport avec la justice. Donc, il s'agit d'un essai de phase 1 qui va porter sur la sécurité d'un médicament expérimental pour réduire la gravité des engelures. Donc, les études précliniques ont montré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire majeur. La présente étude va être réalisée dans un pays africain parce que le coût de réalisation sera faible et le recrutement des participants sera plus facile. Par rapport à la communauté dans ce pays qui va participer à l'étude, la compagnie qui développe le médicament et qui mène la recherche s'engage à respecter bien sûr les aspects culturels de cette communauté, à prendre en charge les effets secondaires résultant de l'administration de ce médicament expérimental, d'indemniser tous les participants de manière raisonnable et d'apporter un soutien financier aux structures de soins. Est-ce que vous pensez que c'est éthique de mener cette étude? Donc, selon les recommandations du Science, dans la recommandation numéro 2, avant d'instituer un plan pour entreprendre des recherches dans une population ou une communauté, le promoteur, les chercheurs et l'autorité de santé publique compétente doivent s'assurer que la recherche répond aux besoins ou aux priorités en matière de santé des collectivités ou des populations concernées. Alors, ces recommandations insistent également sur l'engagement des communautés dans les différents plans de recherche et par la suite de mettre à disposition de la communauté toutes les découvertes et les résultats de la recherche. Donc, si on applique cette recommandation à l'exemple précédent, on se pose la question, est-ce que la recherche proposée répond à un besoin ou une priorité de santé de la population concernée? Est-ce que les résultats de cette recherche vont être utilisés et accessibles à cette population? Donc, par rapport à l'exemple cité, dans le pays africain dans lequel la recherche est planifiée, le climat est chaud et les engelures ne représentent pas un problème de santé. Donc, clairement, on peut dire que ce problème de santé qui est l'objet de cette recherche ne représente pas un problème pour cette population et bien sûr, et du coup ne représente pas une priorité. Mais est-ce que les autres bénéfices dont on a parlé, comme le soutien financier aux structures de soins, l'indemnisation que les individus vont recevoir, par exemple, constituent une justification pour autoriser cette recherche? C'est toute la question de l'exploitation et de justes bénéfices pour les individus et les communautés. En pratique, dans pas mal de situations, même lorsque la recherche porte sur un problème pertinent pour la population considérée, il est difficile d'assurer un accès au traitement par les sponsors pour tous les membres de la population, ou bien il est difficile d'assurer ce traitement pour une durée longue ou une durée indéterminée. Donc pour compenser, les sponsors proposent d'autres bénéfices à la communauté,
Par exemple, un soutien pour améliorer l'infrastructure sanitaire, la formation des professionnels de santé, le développement des capacités locales à mener la recherche. Et la question qui se pose ici, est-ce que ces bénéfices permettent d'arriver à une certaine justice? Et comment on peut définir le juste bénéfice pour la communauté? Donc, c'est toujours autour de cette question d'exploitation qu'on cherche à, à éviter ou à prévenir. Donc, comme on est dans l'exemple parfait de l'utilisation des autres comme un moyen pour réaliser ses propres intérêts, je rappelle, parce qu'on est devant des études qui sont financées par des pays industrialisés, des compagnies pharmaceutiques multinationales qui ont pour objectif de développer de nouvelles thérapeutiques, qui vont commercialiser, et donc ils font ces recherches pour leur propre intérêt. Et de l'autre côté, nous avons des communautés qu'on invite à participer à la recherche sans pouvoir leur assurer un bénéfice en lien avec le problème de santé objet de l'étude. Donc, comme vous le voyez ici, c'est juste une façon schématique, grossière, de dire que dans cette transaction, il y a des niveaux de bénéfices qui sont injustes. Donc, le sponsor, il va bénéficier énormément par rapport à quelques petits bénéfices qu'il propose à la communauté. Et donc, le fait qu'il y ait cet déséquilibre en matière de bénéfices qui soulève les craintes par rapport au risque d'exploitation. Alors, cette question de justice en matière de recherche internationale est une question épineuse, et d'autant plus s'il est considéré à une échelle globale. Donc, on sait que la recherche est un mandat social, on en a déjà parlé, donc il faut vraiment qu'elle ait une valeur sociale, qu'il apporte une amélioration de la santé des individus. On pose différentes questions. À quels besoins la recherche doit répondre quand on fait, bien sûr, quand on parle de cette recherche internationale? Quelles sont les priorités qui doivent être prises en compte? Et quelle population la recherche doit-elle servir? Est-ce que cette recherche internationale devrait servir la population des pays développés ou la population des pays en voie de développement qui ont bien sûr plein de problèmes qui ne sont pas pris en considération? Et quel est l'impact des résultats de cette recherche internationale en termes d'amélioration de la santé des populations, mais aussi de développement global des communautés en termes d'amélioration du système de soins et aussi d'amélioration des capacités à conduire la recherche à l'échelle. En conclusion, cette question de recherche internationale qui se déroule dans les pays en voie de développement est une question très importante et soulève des difficultés et des défis importants. Donc, on va terminer en insistant sur quelques mécanismes qui devraient permettre d'assurer le respect de cette recherche internationale des principes de l'éthique. Donc, bien sûr, les principes généraux de l'éthique dont on a parlé doivent être appliqués, mais ici, on insiste sur l'implication de la communauté. On parle de la communauté locale chez qui la recherche va être menée, ce qui va permettre de mettre en exergue les priorités de cette communauté et voir si la recherche répond à ces priorités. Il faut aussi insister sur le rôle des comités d'éthique locaux qui vont devoir mettre en place des mécanismes spécifiques de protection. Le comité d'éthique qui doit évaluer l'étude doit être un comité d'éthique local qui connaît les particularités de la communauté et ses besoins. Et puis,
on insiste sur la nécessité d'adaptation culturelle, par exemple du processus de consentement. C'est comme l'exemple d'utiliser des moyens spécifiques à la communauté pour aider à la compréhension de l'information en rapport avec la recherche et s'assurer que les individus exercent une autonomie en décidant de participer à la recherche. On arrive à la fin de cette vidéo et je vous remercie pour votre attention.